J'ai toujours été un passionné de Formule 1 et je me suis dit qu'il fallait vraiment que j'en parle sur cette chaîne et il fallait que je trouve le bon concept. Et quoi de mieux que parler des légendes de ce sport en mélangeant les exploits qu'ils ont fait avec des petites anecdotes un peu marrantes. Par exemple, dans ces anecdotes, je pourrais vous raconter un mec qui a vomi dans sa voiture ou un autre qui commençait à se battre avec ses adversaires. Si ça vous plaît, que je puisse faire un épisode 2 parce que les légendes, il n'y en a pas que deux, il y en a un peu plus. Donc si ça vous chauffe, pourquoi pas un épisode 2, dites-moi en commentaire. Et sur ça, on part pour le premier pilote. Nelson Piquet, né le 17 août 1952 à Rio de Janeiro, et a remporté 3 titres de champion du monde. On pourrait le décrire comme, si on prend des termes récents, comme diffuseur de fake news. Genre c'est le mec, pour déstabiliser l'adversaire, pour prendre l'ascendant, il balançait des trucs dans la presse qui étaient totalement faux sur ses adversaires. Après, quand ça suffisait pas, puis qu'il perdait quand même, il décidait de plus pas utiliser la parole, mais plutôt partir sur les ponts. C'est pour ça qu'il y a cette bataille mythique où il sort de la voiture, car il s'est crashé avec un autre pilote, et il commence à lui mettre des grosses patates. C'est vraiment un sanguin, là, Nelson Piquet. Fallait vraiment pas le faire chier. Même après sa carrière en F1, il a continué à faire parler de lui, parce que son fils est rentré en Formule 1. Il a dévoilé le plus gros drama que la Formule 1 a potentiellement connu, le Crashgate. Et juste parce qu'à un moment, le dirigeant qui avait tout manigancé, il avait fait un peu chier, donc il dit ok, tu me fais chier, alors moi je vais me venger. Je vais balancer toute la mascarade qu'il y a derrière ce crash. Ce gars-là, il a eu des paroles qui ont eu des répercussions, mais monumentales. Maintenant, revenons un peu plus à son enfance, parce qu'il a quand même gagné 3 titres de champion du monde, c'est pas rien. Mais de base, il devait pas faire de la Formule 1, il devait faire du tennis. Mais lui, il était plus, non mais papa, moi je vais faire de la Formule 1, moi je préfère conduire. Son père, il fait non, maintenant tu vas faire du tennis, t'es bon au tennis, tu vas faire du tennis. Il fait non, s'il te plaît. Et là, t'as son père, il lance un ultimatum, c'est on fait un match de tennis. Si tu gagnes, tu choisis. Si tu perds, tu continues dans le tennis et t'oublies cette lubie de la Formule 1. Évidemment, s'il a gagné 3 titres de champion du monde, c'est qu'il a gagné ce match de tennis. Et dernière anecdote sur lui, c'est que donc il a un fils. Il y a aussi une fille que vous connaissez potentiellement qui s'appelle Kelly Piquet et qui est potentiellement la copine de Max Verstappen. Donc maintenant, si on prend un peu les comptes, on a Lewis Hamilton qui a 7 titres de champion du monde, Michael Schumacher qui a 7 titres de champion du monde, et Kelly Piquet qui en a aussi 7 parce qu'il en a 3 de la part de son père et 4 de la part de son copain Max Verstappen. Revenons dans le passé, mais vraiment le passé du passé, avec un gars qui est né en 1906 à Turin et qui a été sacré champion du monde en 1950, à savoir la première année d'existence de la Formule 1, aka Nino Farina, de son vrai nom Giuseppe Farina. Faut savoir qu'il était premier en tout, parce que ça a été le premier à gagner une course, le premier à gagner le championnat, le premier à faire la pole, le premier à faire le meilleur tour, il a fait tout en premier. Faut décrire un peu le personnage, c'est un gros charreau selon ses proches. Vraiment, il arrivait, puis lui, il adorait traîner avec les meufs. Et aussi, il était connu pour être un gars courageux. Voilà, parce que comme là, à l'époque, conduire une voiture aussi rapide sans protection, fallait quand même le faire. Mais il était aussi un peu dangereux. Il fallait mettre quelqu'un dans l'herbe, il n'hésitait pas. Et comme je vous ai dit, la sécurité était tellement pourrie à cette époque qu'il y a une légende comme quoi Nino Farina, tellement il se la donnait et puis qu'à chaque fois il finissait une course, il était forcément blessé, qu'il avait un abonnement chez le médecin. C'est-à-dire que toi, tu as peut-être un abonnement pour la télé, tu as un abonnement pour aller au cinéma. Lui, il avait un abonnement pour aller chez le médecin. Genre, le médecin, c'était son meilleur pote, c'était meilleur client, Nino Farina, pilote de Formule 1. Après, il faut savoir que l'abonnement, il y a des limites. Et à 60 ans, il perd la vie en faisant justement ce qu'il aime de la Formule 1. Il va rester dans notre cœur parce qu'à un moment donné, ça a été le meilleur du monde. Parce que c'était le premier des meilleurs. Continuons avec un bonhomme qui se prénomme Jim Clark, qui est né en Grande-Bretagne en 1936, qui a 2 titres de champion du monde, 1963 et 65. En gros, pour faire simple, il allait dans une discipline, il gagnait. Le mec, c'est un génie. Faut savoir que ses stats, c'est une course sur 2, il faisait la pole, et une course sur 3, il a gagné. Le gars, il a un taux de victoire, mais monumental. C'est impressionnant. On l'appelait l'Écossais volant. Ouais, non, pas volant comme ça, volant... il va vite, il vole. Le pire, c'est qu'il est mort à 32 ans, alors qu'il était à son prime. Et le pire encore de ça, qu'il soit mort jeune, c'est qu'il est mort dans une course qui comptait pas. On lui a dit, ouais, s'il te plaît, t'es tellement fort, tu veux pas venir faire une course un peu nulle? Le mec a fait, non, mais tu vas pas me déranger pour ça, je vais pas faire cette course. Mais s'il te plaît, t'es trop bon. Voilà, il s'est fait saucer dans le bon sens. Il a dit, bon, allez, vas-y, j'accepte. Et il est mort là-bas.
En plus, c'était un homme incroyable parce que si c'était un gars qui respectait tout le monde, c'était vraiment un gars en or, il était vraiment fair play avec tout le monde. En plus, bah, comme je l'ai dit avant, il a une finition de malade. C'est vraiment... Il a beaucoup de première et troisième place, il est jamais deuxième. Parce que quand il est deuxième et pas loin de la victoire, il gagne forcément. Et quand il est troisième, c'est parce qu'il a eu des soucis et puis il peut pas chercher la victoire pour X ou Y raison. Monza 1967, il fait une remontée de malade. Il est premier, il se prend une crevaison. Voilà, il part, tac, il revient tout en bas du classement. Il remonte première place. Et sa voiture a encore un problème avec la pompe à essence. Il arrive à finir juste troisième avec 2 problèmes mécaniques. Le génie. Alors le gars il aurait pu se dire putain, ça fait trop chier, la voiture est trop nulle. Le mec il a dit non, moi je suis meilleur que la voiture. Et puis il a réussi à finir troisième avec 2 problèmes gigantesques qui font perdre un temps incalculable. Le suivant, au destin tragique, Jochen Rindt, né en 1942 en Allemagne. Il a gagné un seul titre de champion du monde et c'est le titre le plus connu à ce jour parce que il a gagné en étant mort. Parce qu'il avait tellement de points d'avance qu'il a été sacré champion du monde après sa mort. Puisqu'il est mort à Monza durant une course de Formule 1 qui comptait pour la saison. C'est triste, c'est pas le plus joyeux, mais c'est comme ça. En plus, il a pas commencé sa vie de la meilleure des manières parce qu'il naît, ses 2 parents meurent, il est obligé d'être recueilli par ses grands-parents en Autriche, à Graz. Mais ça ne l'a pas empêché pour commencer à se faire des contacts. Il avait vraiment le contact facile et il arrivait à bien s'entourer. Ce qui lui a permis d'aller en Formule 1. Et l'anecdote la plus folle avec lui, c'est qu'il avait le mal de transport. Pour vous dire, quand il conduit une voiture, il veut vomir. Genre, il a envie de gerber. Et les gens ils commençaient à balancer la rumeur comme quoi, s'il allait aussi vite, s'il finissait les courses aussi rapidement, c'est parce qu'il avait tellement envie de gerber que le seul moyen d'éviter qu'il gère pendant qu'il conduit, c'était finir le plus vite possible. Sur sa Lotus, il est imbattable. Mais il y a une seule personne qui arrivera à le battre, c'est ce fameux rail en Italie, qui lui sera fatal et puis qui mourra. Mais en étant tellement bon qu'il gagnera quand même le championnat 1970. Une légende à tout jamais. Continuons avec Bruce McLaren, né en Nouvelle-Zélande en 1937. Pour lui, il n'y a pas de titre, mais il commence bien sa vie avec une petite anecdote où il parle à son poisson rouge et il lui dit « Poisson rouge, je serai pilote un jour ». Il n'y a pas de blague, vraiment, ses parents le regardaient, ils se sont dit « Bon, soit il a un problème, soit peut-être qu'il y a un truc avec la Formule 1 ». Mais d'abord, avant de rouler en Formule 1, il a roulé sur 4 roues, mais sur autre chose, sur un brancard. Il est diagnostiqué de la maladie Lech-Calvé-Perf, qui veut juste dire tout simplement qu'il a une jambe plus petite que l'autre, et c'est un peu chiant pour marcher, par exemple, un truc qu'on fait à peu près tous les jours. Après, la chance qu'il a, c'est qu'il a quand même une famille autour qui est baignée dans la Formule 1, donc ça va bien l'aider pour entrer dans son rêve ultime. Il faut savoir que, ok, on rigole, mais il est pas mauvais le garçon, parce qu'à 22 ans, qui est vraiment très jeune, surtout pour l'époque, il gagne sa première victoire. Et il décide, pourquoi courir pour une autre équipe si je peux courir pour mon équipe. Donc en 1963, il crée l'écurie McLaren, que vous connaissez peut-être, vous sentez venir le truc. Et il n'est pas en orange. Et vous allez me dire, mais pourquoi les peindre en orange? Pourquoi cette couleur? C'est parce que la télé en couleur se démocratisait. Et tout simplement, ce qu'il voulait, c'était qu'on remarque sa voiture, qu'on se dise, ah ouais, attends, il y a une voiture orange, mais c'est bizarre. C'est quoi à McLaren? Et l'histoire est belle parce que il va gagner la première course pour son écurie. Par contre, son écurie rentre dans la légende. McLaren, c'est pour le moment, à l'heure où je tourne, 9 titres constructeurs et 12 titres pilotes. Donc peut-être qu'il n'a pas gagné de championnat du monde. Par contre, il a laissé un héritage d'une écurie mythique de ce sport. Et on arrive au dernier pilote, qui est un des pilotes les plus connus de la Terre entière. Ayrton Senna, né à Sao Paulo en 1960, il gagnera 3 titres de champion du monde en 88, 90 et 91. Alors si vous voulez connaître des informations sur Ayrton Senna, c'est assez simple, il y a un documentaire qui est sorti sur lui sur Netflix, donc je pourrais vous dire plein de trucs que vous savez déjà. On va essayer de trouver quelques anecdotes qui sont quand même assez intéressantes sur lui. Il faut mettre les choses au clair. Ayrton Senna, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est un showman qui est un génie et qui est potentiellement le meilleur pilote de tous les temps. De Nino Farina à Max Verstappen, c'est potentiellement le meilleur. Par exemple, une anecdote incroyable sur lui, c'est à Monaco, où il met 1 seconde 4 au deuxième en qualif
1 seconde 4. Je sais pas comment faire comprendre que l'écart de niveau est incroyable. T'as l'impression qu'il joue face à des juniors. Par contre, alors le génie c'est bien, mais il faut compenser un peu. Alors il avait un caractère, mais alors un caractère de merde. C'était un gamin. Dès que ça allait pas, il voulait toujours être avantagé. Il disait même pourquoi moi j'ai pas ça et tout. Il arrêtait pas de se plaindre comme un enfant. Par exemple, il faut savoir que quand tu pars sur la grille de départ, t'as un côté qui est un peu avantagé et l'autre qui l'est pas. Et Senna, il se qualifie premier et il est du côté désavantageux. Mais il a quand même de l'avance, voilà, il a son avantage. Il dit mais je comprends pas, moi je suis avantagé, je devrais être dans la partie propre ou je suis dans la partie sale. Mais tu pars déjà devant, fait non, non, moi je veux la partie propre. Et vu que il a beau se plaindre, la Formule 1 va pas totalement changer pour lui. Il a dit ok. Et il s'est dit avant la course, il avait déjà fait son choix. Si je suis pas premier après le premier virage, je finis pas la course avec mon coéquipier. Je lui rentre dedans, et comme ça on marque pas de points les deux, et je pourrais gagner le championnat du monde. Qu'est-ce qui se passe? Ils partent. Évidemment, Senna se retrouve deuxième, et il décide de faire quoi? D'aller tout droit et de percuter son coéquipier, qui finissent les deux la course dans le bac, et que Senna gagne son titre de champion du monde. Voilà, un petit comportement très sportif de la part de Senna. À un moment, Prost quitte la Formule 1, il fait un peu une année sabbatique, et Senna qui arrêtait pas de chier à la gueule de Prost, qui commençait... C'était son coéquipier vraiment détesté, que ça allait pas entre les deux, ils arrêtaient pas de se critiquer. Quand Prost, son coéquipier, est parti, il fait quoi? Il commence à la radio en train de dire que Prost le manque. C'est plus aussi marrant la Formule 1 sans lui, il faut qu'il revienne parce que là c'est pas drôle, c'était cool avant, c'était son meilleur pote. Voilà, petit caractère d'enfant gâté. Le triste c'est le 1er mai, sur le Grand Prix de Saint-Marin, où Senna conduit. Il sort de la piste et mourra en cette année tragique 1994. Et le monde pourra pleurer la disparition d'une des plus grandes légendes de ce sport. Voilà, c'est des fins souvent pas les plus joyeuses, mais j'espère que la vidéo vous a plu. Là, on a fait que 6 pilotes. Donc pour un deuxième épisode de 6 pilotes, il n'y a pas de problème, j'ai ce qu'il faut, j'ai une réserve incroyable. Quoi de mieux de vous laisser terminer cette vidéo avec l'extrait du tour exceptionnel de Senna à Monaco. Et puis je vous dis à la prochaine pour de nouvelles aventures. Oh,